Docteur Kalala, il est difficile d'avoir unanimité autour d'un candidat au niveau de la diaspora. Vous en avez peut-être l'expérience. Comment est-ce que vous ne pensez pas que cette division déjà peut favoriser les gens qui sont au pouvoir? Oui, c'est vrai que la division favorise toujours ceux qui sont au pouvoir, mais c'est parce que nous posons mal le problème. Et je regrette de le dire de cette manière-là. La question est toujours, on me la pose depuis longtemps, c'était du temps de Mobutu. Si Mobutu part du pouvoir, qui va le remplacer? Et j'ai donné cette réponse aux Américains en 1900, si ma mémoire est bonne, en 1996. À une conférence de presse à Washington, j'ai dit, le problème quand on regarde bien, dans une société qui fonctionne comme les États-Unis, l'Europe, des sociétés dites démocratiques, la question n'est jamais posée en termes qui va remplacer. On met l'accent sur le processus et les institutions. Et si la diaspora veut aider, trouver un candidat à l'extérieur, il faut d'abord qu'on définisse un processus, qu'on permette aux gens, et je dis d'ailleurs même pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Vous savez, les Américains, à mon avis, quand je dis ça aux gens en Afrique, ils pensent que c'est parce que je suis devenu américanophile, comme on dit. Les Américains sont peut-être ceux qui, avec le système des élections primaires, qu'on est en train d'ailleurs d'adopter en Europe, résolu le mieux le problème de la gestion des ambitions. Si on met en place un processus, parce que ce qui est en jeu, c'est pas l'avenir des individus, quel qu'il soit. Le fait qu'ils arrivent à la présidence, ce qui est en jeu, c'est l'avenir du Congo. S'il y a un projet qui s'est défini autour d'une vision, autour des idées claires, et puis ici aussi je suis d'accord avec ce que le professeur Moulabila a dit du Canada, il ne faut pas privilégier seulement la présidence de la République. Il faut privilégier tout l'appareil politique qui va gérer le Congo demain. Si on met alors, s'il y a un groupe qui se forme autour d'une vision des idées bien faites, qui peuvent être très simples, si vous voulez on peut en parler, et qui définit un processus pour choisir les gens qui vont travailler, représenter, incarner et aboutir ces idées. Le processus sera très simple. J'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi mes compatriotes qui sont en politique ont peur du vote. Et s'ils veulent réellement représenter une base, ils doivent permettre à cette base, donner à cette base la possibilité de se prononcer sur eux. Qu'on ne les choisisse pas ou qu'on les choisisse, ce qui est important, c'est le processus. Et s'ils ont leur tour à jouer et un rôle à jouer dans la vie politique du Congo, ils joueront ce rôle-là tôt ou tard. Donc concrètement, si vous voulez aider, constituez d'abord un groupe de Congolais, parce que comme Dr Pachi l'a dit, nous sommes très forts en parole, mais nous échouons toujours quand il en arrive à prendre des options, à poser des actes concrets. Qu'il y ait un groupe de Congolais, peu importe le nombre, qui définisse un projet pour le Congo, peut-être pour les prochaines élections ou pour après, qu'il définisse un processus. D'abord un projet, des idées claires. Deuxièmement, un processus pour choisir les gens qui vont essayer de représenter ces idées, de les incarner, de les faire aboutir, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et si vous voulez un candidat de la diaspora, ça se limitera à ceux qui sont dans la diaspora. Troisièmement, il faut une mobilisation de participation financière des Congolais. Le monde ne sauvera jamais le Congo si les Congolais eux-mêmes ne se mobilisent pas financièrement. Et je l'ai dit au Congo. Et d'ailleurs, quand je suis allé au mois d'avril, ceux qui m'avaient suivi m'ont donné raison. Les Congolais eux-mêmes ne financeront pas la vie politique de leur pays. Rien ne changera au Congo. Nous pouvons blâmer, j'ai entendu, je dirais simplement, on peut blâmer ce que les hommes politiques congolais font, mais il faut aussi regarder le pendant du comportement des Congolais, parce que j'ai vécu ça sur place. Pour être un homme politique au Congo, il faut donner de l'argent aux gens. Il faut dépenser de l'argent pour parler dans les médias. Au point que j'ai dit aux Congolais, dans une interview, les gens étaient surpris,
qui m'interviewait, que le Congo est l'un des rares pays au monde. L'intelligence est une valeur si négative que pour l'utiliser, il faille payer. Et un tel pays ne pourra jamais pas sortir. Comment voulez-vous que les gens dépensent leur argent? Et je disais, ce qui se passe au Congo, c'est pas de la politique. J'ai inventé un mot pour ça qui est la polyégotique. Donc c'est la pratique. Et la pensée de la pratique qui consiste à assujettir les intérêts collectifs à des intérêts individuels. Tout ce qui est parce que les gens payent, donnent de l'argent, ils se comportent comme des hommes d'affaires pour arriver au pouvoir et pouvoir viser dans la vie de l'État. À la limite, ce n'est plus de la corruption parce qu'on a payé pour ça. Et les hommes politiques congolais n'ont pas de considération pour le peuple congolais parce qu'ils savent que les gens les soutiennent, non pas pour leurs idées, non pas pour ce qu'ils veulent faire pour le pays, mais parce qu'ils leur ont donné de l'argent. Il y en a qui le disent en privé. Okay. Comment j'ai un compte à rendre à ces gens parce que je leur ai donné mon argent, j'ai dépensé mon argent. Merci. J'ai refusé systématiquement au Congo de donner de l'argent au peuple parce que je leur disais que c'était vraiment leur manquer de considération de pouvoir les payer parce que ça veut aussi dire que je ne travaille pas pour leurs intérêts mais je travaille pour mes propres intérêts. Si ça ne change pas, la diaspora peut aider parce que nous vivons dans des sociétés où nous voyons que les choses se passent différemment. Je terminerai simplement par dire, ce point peut paraître superflu, mais j'ai demandé en permanence à mes amis américains, qu'est-ce qui se passerait dans leur pays si les hommes politiques commençaient à donner de l'argent au peuple pour être élus. Et tout le monde est unanime pour dire que ce sera la fin de ces sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je ne comprends pas comment on pense que cela peut marcher et produire un résultat positif au Congo. Merci bien. Docteur Mombalutila, chez vous au Canada, est-ce que les Congolais s'organisent de manière à soutenir un candidat de la diaspora qui peut aller faire la différence au pays? À ma connaissance, non. Mais comme on disait là, moi, en ce qui me concerne, je me suis lancé dans l'écriture. Il y a 2 ans, comme je disais là, le livre est sorti, Violence en RDC. Et puis là, je viens d'écrire un roman et je suis en train de publier un autre qui sortira dans quelques mois. C'est pour dire, n'est-ce pas, que, en tout cas, au niveau de l'extérieur, au niveau de la diaspora, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent. Alors, comment faire concrètement? Je dis par exemple, là, je suis édifié par ce qu'on appelle la hauteur du raisonnement. Je suis en train de féliciter tous ceux qui sont avec moi ici en train de discuter parce que je me rends compte que nous avons vraiment beaucoup de choses à dire et nous pouvons mettre cela en pratique. Nous pouvons mettre cela en pratique. Donc, ce qu'il faut faire, Monsieur Ngoma, je pense que c'est à votre niveau peut-être d'organiser ce qu'on appelle le système de réseautage pour faire plus. Donc nous, par exemple, on peut ce qu'on appelle ce mieux en simple bureau politique, c'est-à-dire réfléchir de façon profonde sur les différents aspects de la politique congolaise. Et maintenant, donner, si vous voulez, n'est-ce pas, cette grande nourriture-là à la personne qui pense être en mesure, n'est-ce pas, de nous représenter. Et puis, j'insiste pour dire que il ne faut pas que les gens voient seulement la présidence de la République. Il y a le pouvoir à tous les niveaux. Et moi, dans mon premier livre sur la violence, j'essaie de dire ceci. Bon, ce n'est qu'un point de vue en disant qu'en fait, la seule manière pour qu'on arrive vraiment à démocratiser notre pays, il faut arriver à éclater le pouvoir. On peut renforcer le pouvoir au niveau des élus locaux, et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, autrement dit, au niveau d'ici, ce que nous faisons au niveau du laboratoire, on réfléchit, mais j'avoue que nous restons encore au stade un peu, je dirais, de juste étude, mais on n'a pas vraiment des personnes attitrées pour aller nous représenter au niveau local. Mais je souhaiterais à ce que on puisse peut-être, à l'issue, n'est-ce pas, de cette rencontre, pourquoi pas peut-être mettre en place un réseautage, nous faire ce qu'on appelle nous échanger, n'est-ce pas, du courriel pour que on puisse peut-être organiser cela de manière un peu plus efficace pour que les élections puissent être bien menées. Ça, c'est un point de vue.
Merci. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. J'ai noté qu'il y a un problème de gestion des ambitions de Congolais de la diaspora. Il est difficile d'avoir un seul candidat pour aller représenter les Congolais au pays. Mais le problème du Soudan m'interpelle quand même. Les référendums sur l'autodétermination du peuple soudanais doit faire réfléchir le peuple congolais. Après la partition du Soudan, quel pays sera visé? Est-ce que ça sera le Nigeria, où on parle des chrétiens musulmans? Kadhafi est pour cette idée. Est-ce que ça sera la RDC, où les soldats du CNDP refusent de quitter l'est du pays, et stratégiquement, ils ont tissé des alliances avec l'AMP pour leur permettre de garder leurs troupes à l'est du Congo, ou encore les alliances entre anciens belligérants régionaux, Rwanda, Congo, RDC ou Ouganda, RDC. Est-ce que Dr Pachi, ça ne vous inquiète pas de voir le Soudan morcelé? Mais écoutez, ce qui se passe au Soudan, c'est prévisible, mais si les 10, je pense que c'est les 10 que ça se passe le référendum, si ça passait, écoute, ça dépend du peuple soudanais. Mais en ce qui concerne le Congo, je pense que même la communauté internationale l'a remarqué que les Congolais ne sont pas prêts à céder ne fût qu'un centimètre de leur territoire. Donc c'est pourquoi moi... Allô? Il y a quelqu'un qui est sorti, hein? Est-ce que les gens sont en ligne? Oui, nous sommes toujours là. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a quittés? Je crois, oui. Ah d'accord. Mais moi je pense que le Congo sera difficile à diviser parce que c'est notre diversité reste en fait notre force, parce que nous avons tellement beaucoup de tribus, et ces ethnies sont très liées à leurs terres, qu'il est très difficile justement de les diviser. Alors les gens ont compris après 15 ans de guerre que ce sera vraiment difficile de diviser le Congo. C'était facile au Soudan parce que les chrétiens étaient au sud, les musulmans sont au nord, alors voilà, on peut utiliser cet élément-là pour les diviser, mais au Congo, ils n'ont pas un élément commun qui les mette ensemble, mais la terre qui est chère pour les ethnies, surtout ceux de l'Est, c'est pourquoi nous sommes encore un pays qui refuse d'être scindé. Mais sinon, ça allait déjà se faire, hein, la balkanisation du Congo allait se passer. Mais je pense que ce temps-là est révolu, c'est pourquoi nous voulons l'alternance, où il y a un leadership responsable pour essayer de ne pas voir le Congo scindé. Et ce Congo de Lumumba doit être intact, ça c'est un fait, et nous devons lutter pour que ça reste intact comme ça y est, et je pense que ça serait un précédent fâcheux si ça doit être scindé un jour. Mais pour le moment, je pense que ça ne sera pas le Congo. Je ne crois pas que le Nigeria est prêt à être scindé non plus. C'est un cas spécifique du Soudan. On ne peut pas dire parce que ça s'est passé au Soudan, ça va continuer à se passer dans tous les pays. Donc là, ça serait un prétexte. C'est un prétexte qui est fâché certainement, mais j'espère que ça s'arrête là pour le moment. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas lieu de comment on appelle ça, d'être un peu craintif sur ce qui se passe au Soudan. Moi, je suis peut-être mieux placé pour le dire, étant donné que je suis géographe. Regardez par exemple l'Éthiopie aujourd'hui. On dit Éthiopie, on dit Érythrée, mais ça n'a pas été un problème pour les autres. Regardez par exemple même le Nigeria. Il y a eu le Biafra de 1967 à 1970, mais finalement le Nigeria a retrouvé, comment on appelle ça, sa forme initiale. On peut penser également, par exemple, au Sénégal, il y a Casamance. Ce sont des situations qui arrivent, mais comme vient de le dire tout à l'heure le collègue, c'est que le Soudan, c'est un cas tout à fait spécifique. Mais en ce qui concerne maintenant le Congo, je crois qu'il n'y a pas de crainte. En fait, l'histoire a été en notre faveur. Moi, je m'explique. Vous savez, par exemple, que dans les années 60, lorsque les petits troubles ont commencé par-ci, par-là, eh bien, on a reçu notamment à Kinshasa
beaucoup de Congolais provenant de régions orientales, comme je me rappelle quand j'étais étudiant à l'IPN dans les années 65, 70 par là, on avait des amis qui étaient originaires de Butembo, que nous on ne connaissait pas quand on allait à l'école, quand on était encore au lycée. Butembo, des amis du Katanga, et beaucoup de mes collègues là, mes camarades de classe de l'époque, ont construit à Kinshasa. Kinshasa, c'est un peu comme la ville de tout le monde, la ville de tous les Congolais. Tout le monde se retrouve à Kinshasa. Et je ne vois pas comment est-ce que, par exemple, un Katangais ou un Kassaïen ou je ne sais pas, un originaire de la province orientale va s'hasarder, par exemple, à se dire, écoutez-moi, je récupère ma partie, je m'en vais. Non, je crois que le cas du Congo est tout à fait spécifique. Nous avons réussi, là peut-être les autres ont échoué. La preuve c'est que si vous allez par exemple à Brazzaville, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez constater par exemple qu'à Brazzaville, dans une ville on parle deux langues. Si vous allez du côté du nord vers Mongalim-Pila, les gens parlent lingala, mais si vous venez vers Bakongo, les gens parlent lari, et c'est extraordinaire. Alors à Kinshasa, on parle lingala partout, et aujourd'hui on parle lingala même dans le fin fond de Mayombe, même chez moi dans le Manianga, les gens parlent lingala, les enfants parlent lingala, on parle lingala partout. Donc en fait, Kinshasa, le Congo-Kinshasa, ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC, ce qu'on appelait il y a quelque temps la RDC aussi, c'est un cas tout à fait spécifique. Je crois qu'il n'y a pas de crainte. On n'a rien à voir avec ce qui se passe au Soudan. Docteur Kalala? Vous m'entendez beaucoup mieux maintenant? Oui, c'est mieux maintenant. Oui, oui, ça va. Ah oui. Ok, non, je dirais, je suis d'accord avec ce que les deux docteurs viennent de dire. Seulement, je dirais, chaque fois qu'il y a un éclatement qui met en cause la charte de l'OUA et puis de l'Union africaine, c'est toujours quelque chose d'un peu inquiétant. Le problème de la situation du Congo dépendra du fait que l'on saura avoir ou non un gouvernement fort à Kinshasa qui saura rétablir l'État congolais. Si nous ne rétablissons pas l'État congolais, l'éclatement du Congo reste quelque chose de possible. Non pas du fait des Congolais eux-mêmes, mais des voisins qui voudraient bien annexer une ou des parties du Congo. Ça, c'est un danger à ne pas exclure complètement. Mais tout dépendra de la mobilisation du Congo, des Congolais eux-mêmes à maintenir l'intégrité territoriale de leur pays. Et un facteur objectif que nous avons en notre faveur, je l'ai dit aux décideurs américains pendant la guerre de l'AFL, parce qu'il y avait déjà même des académies qui pensaient que le Zaïre allait éclater en ce moment-là. Je leur ai dit que ce n'était pas possible. Du fait de deux facteurs, il y a la diversité, qui est une richesse pour le Congo, et qui fait qu'il est difficile parce que chaque groupe ethnique privé à l'égard des autres est une minorité au Congo, et ça fait la force du Congo. Et ça fait qu'il est difficile de mobiliser un groupe contre l'ensemble des Congolais comme étant un groupe minoritaire ou exploité pour amener à l'éclatement du Congo. Le deuxième facteur qui est peut-être négatif malheureusement, c'est que nous n'avons pas fait preuve dans notre histoire de la capacité à nous autogouverner au niveau des régions. Et c'est un facteur qui fait que toute tentative de division ne va peut-être pas être de longue durée. Mais nous ne devons pas perdre de vue l'ambition de nos voisins, les Rwandais notamment. Je crois qu'ils ont tout intérêt ils aimeraient bien occuper l'Est du Congo. Il faudrait qu'ils ont un problème d'espace chez eux, ils ont un problème de ressources. Et si nous perdons ça de vue, n'oublions pas qu'à la fin du royaume du Congo, quand les choses s'étaient passées de la même manière, le royaume avait éclaté. Il y a toujours un danger. Et puis d'ailleurs, je crois que si le système international actuel, qui ne fonctionne pas toujours en faveur du Congo, n'existait pas, il y a longtemps que le Congo aurait déjà éclaté parce que les autres pays, les pays environnants auraient déjà affecté. Il n'y a pas le problème qui se passe à la frontière avec l'Angola. Nous avons beaucoup de menaces qui pèsent sur l'avenir du Congo. Et nous devons prendre ça au sérieux. Et d'ailleurs, en 2001, lors de son passage ici aux États-Unis, le président Paul Kagame n'a pas caché ses intentions. Il a bien déclaré qu'il était prêt à incorporer une partie du Congo au Rwanda. Le professeur, Dr Litofé, dans son livre intitulé Sender and Target Model for Eradication of Terrorism,
propose une solution qui passe par l'incorporation du Rwanda à la RDC comme sous-région. Je ne sais pas si cela est possible, mais bon, ça c'est ce qu'il propose comme solution à cette question-là. Moi, je vous demande de conclure, que chacun nous dise ce qu'il pense finalement, de faire un peu le pronostic de l'issue de ces élections ici en 2011. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, Dr Pachi? Merci d'abord pour ce dialogue entre Congolais, surtout que je venais d'entendre encore la voix de mon ami à la Fouélé, ça fait des siècles là, des années. Merci, et aussi de cette connexion avec le docteur, le collègue qui est à Toronto. C'est bien de le connaître à travers ce dialogue. Mais pour ce qui me concerne, je pense que il est clair qu'on a besoin au Congo d'une alternance politique dans notre pays. C'est un système qui va nous aider à beaucoup changer les choses, parce que la compétition fait de nous de meilleures personnes, et ça va aider justement à cette compétition-là à changer le système et à l'améliorer. Mais il y a des préalables, comme on a dit avant, que nous devons devoir gérer. La CENI, pour moi, reste un préalable important. Il est complètement politisé pour le moment et ça risque d'amener au résultat qui soit conflictuel comme en Côte d'Ivoire. Nous devons essayer de voir comment l'améliorer. Je pense aussi que il y a lieu d'engager une mobilisation totale, pas seulement au niveau de la diaspora, mais au niveau interne de notre pays, pour qu'en fait, que l'éducation civique et l'engagement civique de notre peuple soit effectif, parce que nous avons fait 50 ans, nous votons ce dont nous votons à base des facteurs d'argent. Nous savons que notre peuple est complètement déshumanisés en quelque sorte. Ils ne sont pas encore passés les besoins primaires. C'est ainsi que des élections pour eux deviennent un luxe. Quand quelqu'un leur donne des sous, eh ben on le supporte parce que c'est lui qui a donné l'argent. Nous devons passer cette étape-là. C'est la loi de Maslow, cette hiérarchie de besoins que nous devons devoir dépasser pour que les gens à un certain moment arrivent à se mettre ensemble dans des groupes d'intérêt qui ne sont pas nécessairement ethniques, qui ne sont pas nécessairement du ventre, mais des groupes d'intérêt qui seront économiques. Parce que nous devons grandir le secteur économique. C'est le secteur économique qui doit créer des emplois, c'est le secteur économique qui va amener des millionnaires au Congo et pas le secteur privé. Parce que c'est là, les gens qui payent leurs taxes, ça c'est leur argent, c'est l'argent du peuple qu'on ne peut pas utiliser pour devenir des millionnaires. Si nous faisons ça, ça va aider. Je pense aussi que la diaspora congolaise, partout où elle est, elle peut supporter les gens qu'ils veulent supporter. Mais en fin de compte, je pense que ce sont des alliances. Le jeu politique, c'est le jeu d'alliance. Il faudra maintenant voir quelle sorte d'alliance ils doivent supporter. Il faut des critères, il faut tout un processus. Demandez même aux gens qui font partie de ces alliances-là, venir présenter leur façon de voir la chose, comment ils vont changer les systèmes, comment ils vont mettre les leaders en place, et faire en sorte que les Congolais de partout se retrouvent dans ce que nous faisons. Pas seulement des Congolais ethnicisés, régionalisés ou qui viennent de même province, mais des Congolais de partout, qui soient du Kasaï, du Katanga, de la province orientale, qui se mettent ensemble, réfléchissent ensemble pour faire en sorte que notre pays puisse changer, qu'on mette l'intérêt du peuple congolais au centre de notre action, qu'on mette le Congolais au centre de notre formule et de notre action. C'est ça que nous voulons et c'est dans ce cadre-là que l'Alliance chrétienne pour le progrès. C'est un nouveau parti politique, bien sûr, mais c'est un bloc. Un bloc parce que il se met complètement comme un parti de la troisième voie. Parce qu'ils suivent une voie que personne n'a jamais suivie avant au Congo. Les voies qui existent nous amènent vers les antivaleurs. Alors nous ne voulons pas nous mettre encore sous cette voie-là. Alors si ces blocs-là, avec d'autres partenaires, forment une plateforme qui est importante, eh ben c'est une plateforme progressiste qu'on voudrait avoir, régir et aussi agir au niveau du Congo pour que le Congo sorte du gouffre dans lequel il se trouve. Donc voilà, Sylvestre, merci beaucoup pour ce dialogue.
Ça m'a beaucoup éclairé avec les idées qui sont sorties des collègues. Je pense que ce sont des idées qui peuvent nous aider à éclairer le pays, mais aussi avoir un leadership qui soit responsable et transformationnel dans notre pays. Nous devons aussi essayer de voir comment déraciner la mentalité, comment on peut libérer le peuple de la peur, parce que c'est en fait ça. Si nous devons avoir peur de quelque chose, c'est la peur elle-même. Quelqu'un l'a dit ici aux États-Unis, c'est Eisenhower, je pense, qui l'a dit ici. Donc il est moment que les gens se libèrent de la peur, qu'on ne vote pas parce qu'on connaît la personne, parce qu'on nous a donné des fonds. C'est les fonds publics. On doit voter utile. On doit voter le changement qu'on veut pour qu'en fait les gens aient le temps de soigner leurs enfants, aient le temps d'éduquer les enfants, aient le temps d'avoir un environnement qui soit positif, d'avoir un habitat qui change quand même. On reste encore dans les vieux siècles. On a un habitat qui ne s'améliore toujours pas. Donc il y a un pays qui est énorme, mais il y a carrément une destruction de ressources, des leadership qui ne s'engagent pas réellement pour reconstruire ces pays-là. C'est une utopie pour voir un pays aussi riche qui est un pays parmi les plus pauvres au monde. C'est incompréhensible pour le monde qui nous regarde. Donc nous sommes minorisés de tout le monde. De toutes les façons, je vais laisser le temps aux autres collègues, mais j'ai dit merci à ces collègues parce que les idées qui sont sorties de ce dialogue sont des idées vraiment de haut niveau et je les remercie énormément. Docteur Moubalotila, est-ce que vous avez un pronostic en ce qui concerne l'issue des élections en RDC? Qu'est-ce que vous attendez voir? Oui, je vais d'abord commencer par vous remercier, M. Sylvestre Ngoma, de m'avoir associé à ce débat de haut vol. Vraiment, je l'avoue, et je suis très fier de voir comment mes compatriotes sont en train de cogiter avec des expressions qui laissent pantois tout le monde. Parce que, vous savez, je le dis parce que je regrette de le dire. J'avais, à un moment donné, je fréquentais des amis congolais de Brazzaville. Et lorsque je suis rentré dans leur groupe, ils étaient étonnés de me regarder en disant « Mais vous êtes le seul Congolais qui parle bien français ?» J'ai dit « Mais non !» J'ai dit « On est nombreux parce que malheureusement, ils étaient tout le temps avec des Congolais ordinaires qui ont fait des études, comme on dit, vraiment tout à fait médiocres. Et malheureusement, c'est un peu cette image-là que beaucoup d'Africains ont sur le Congo. Et je pense que cette image-là, on peut la détruire. On peut la détruire comment? Mais par ce genre de débat, parce que on va être écouté par d'autres personnes. Ils verront que, quoi qu'on en dise, ce Congo-là, eh bien, renferme des potentialités énormes. Comme disaient tout à l'heure les collègues là, nous sommes un pays tout à fait original. Le Congo est un pays gâté sur le plan naturel. On peut imaginer tout ce qu'on veut au Congo. Les ressources sont là. Les ressources naturelles sont là. Mais il y a un problème des hommes. Il y a un problème d'hommes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre que nous sommes gâtés par la nature. Et je pense que les hommes politiques, du moins ceux qui veulent se mettre dans la campagne électorale, doivent comprendre cela, que les élections ne servent pas à leur donner les moyens pour bien vivre, mais les élections servent à leur donner les moyens pour encadrer la population qui attend tout de ces gens-là. Autrement dit, ces leaders doivent confectionner leur programme à partir des besoins de la population. Ils doivent parcourir tout le Congo, demander à la population ce qu'elle veut. C'est pas compliqué. Et les gens ne sont pas tout à fait... Les gens ne sont pas compliqués. Les gens demandent des petites choses. Un dispensaire, une école, etc. De l'eau potable, l'électricité. Aujourd'hui, nous avons au Congo, lorsqu'on parle de... Moi, ça me fait toujours... ça me fait rêver quand on dit 30 juin, doux soleil. C'est parce que doux soleil, parce que justement, c'est au mois de juin, là, que le soleil pâlit un peu. Mais sinon, toute l'année, nous avons un soleil rayonnant. Autrement dit, nous avons de l'énergie solaire à gogo, comme disent les humoristes. On peut vraiment tout donner à cette population-là. Mais malheureusement, depuis toujours,
aussi bien depuis l'époque coloniale que maintenant, eh bien les leaders travaillent toujours en tournant le dos aux intérêts ordinaires de population. Ils sont là juste pour penser à l'extérieur. Et je dis que les élections auront lieu, mais il faut que les gens comprennent que s'ils veulent être dans ce sillage des élections, ils doivent avoir comme préoccupation principale la population congolaise. Merci. Voilà. Merci donc, docteur Moubalutila. Docteur Kalala, nous allons conclure avec vous. Vous venez de suivre vos compatriotes. Vous avez aussi eu l'occasion peut-être de lire le Wikileaks, où il y a quelques déclarations ou quelques textes sur la RDC et la région des Grands Lacs. Compte tenu de tout ce qui a été dit là, je ne sais pas ce que vous pensez des élections, de l'issue des élections en RDC. Parce qu'il semble qu'il y a toujours cette présence, cette interférence étrangère dont vous avez parlé. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. Allez-y, on vous entend. Oui, j'aimerais dire ceci. D'abord, j'aimerais joindre ma voix à celle du docteur Baché Moubalutila pour vous remercier de cette occasion que vous avez donnée pour me rencontrer docteur Moubalutila pour la de reprendre contact avec le docteur Baché. On a travaillé longtemps ensemble, pratiquement de 94 à 96, 17, et puis on a perdu le contact. Et donc, ce que vous êtes en train de faire est excessivement important. En ce qui concerne l'avenir, je ne veux pas être cynique en politique, mais je peux vous dire ce qu'il est dit, ce qui transparaît avec Wikileaks, et j'ai dit sur l'interférence étrangère, ne me surprenne pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensemble, le destin d'un peuple ou d'un pays dépend des citoyens de ce pays-là eux-mêmes. Le problème du Congo, je n'aurais cesse à le dire, ne dépendra que... Le Congo ne deviendra que ce que le Congolais voudrait en faire. Donc ce qui est en jeu ici, et je ne peux pas faire des pronostics. En politique, à 1 an et demi, faire des pronostics, vous savez, on a dit en politique, 1 an et demi, c'est pratiquement des années-lumière. Pourquoi? Parce que tout dépendra de ce que nous, Congolais, nous allons faire d'ici la tenue des élections. Alors, pour être pratique, il n'y a que 2 issues possibles. Si nous ne faisons rien, nous, les Congolais, si nous ne faisons rien de positif et d'efficace, ne soyez pas surpris, Joseph Kabila restera au pouvoir. Il est décidé, avec ses compères, à rester au pouvoir. Et ils feront tout ce qui est en leur possibilité pour rester au pouvoir. Et ne soyez, c'est pas surprenant, c'est dans la nature humaine. Ils sont au pouvoir, ils jouissent du pouvoir, ils ont pillé énormément le pays. Et je dirais d'ailleurs depuis son arrivée au pouvoir en 2001 jusqu'au jour qu'ils ont amassé, qu'ils continuent à amasser pour acheter les élections et faire tout pour rester au pouvoir. Par contre, si les Congolais se mobilisent, se donnent des organisations efficaces, un leadership efficace, parce que vous avez commencé ce processus, vous nous avez mis ensemble, c'est quelque chose de très positif. Je vous donne ma disponibilité à travailler pour rassembler, pour que nous rassemblions les Congolais, ceux qui sont politiquement actifs aux États-Unis et dans la diaspora congolaise de manière générale, pour définir un processus qui va nous permettre, qui va permettre aux Congolais d'influencer efficacement l'issue des prochaines élections. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a que 2 possibilités. Si rien n'est fait d'efficace et de positif, Joseph Kabila va rester au pouvoir. Mais tout dépendra de ce que les Congolais vont faire eux-mêmes d'ici la tenue des élections. Il y avait des Congolais qui m'avaient demandé au début de l'an 2010, au début de l'année qui vient de se terminer, de le faire. Je leur ai dit que j'étais disposé à le faire, mais que je voulais l'implication des Congolais, parce que, pour vous dire la vérité, je suis un peu fatigué des Congolais qui montrent simplement l'enthousiasme pendant un temps et puis ils se retirent. Et ça reste votre affaire. Donc si vous voulez, et si vous êtes disposé à le faire, vous avez mis des gens en contact, vous êtes en train de contacter des gens, on peut travailler ensemble pour définir un processus, d'abord une rencontre préalable des Congolais qui veulent réellement
travailler sur l'avenir de leur pays, mettre les idées ensemble, définir une vision pour le Congo qui peut rassembler, c'est bien possible, qui peut rassembler les Congolais pour avoir une influence positive sur l'avenir de leur pays. Nous sommes la risée du monde, nous sommes plus de 60 millions d'habitants, nous avons l'élite intellectuelle la plus importante d'Afrique, mais notre problème c'est que nous ne sommes pas organisés. Et individuellement, quel que soit notre mérite, quel que soit le génie dont nous disposons individuellement, nous n'y arriverons pas. Donc la question, l'enjeu ici est de pouvoir rassembler les Congolais. Et aucun parti politique ne le fera seul, ne résoudra seul le problème du Congo. Parce qu'il y a des contraintes intérieures énormes et il y a toutes les forces étrangères qui ont des intérêts énormes au Congo et qui ne voudraient pas voir le changement se faire au Congo pour qu'il soit dans la possibilité d'un seul parti politique ou d'un seul homme de le faire. Et ce que nous devons comprendre en tant que Congolais, c'est que ce qui nous unit, l'intérêt et l'avenir du Congo, l'intérêt et l'avenir de notre progéniture est plus important et plus fort que ce qui peut nous diviser. Parce qu'en somme, d'ailleurs, ce qui nous divise, ce n'est pas l'avenir du Congo, ce sont des intérêts immédiats. Mais des intérêts immédiats parce que nous posons mal le problème. Il y a de la place pour tout le monde au Congo et tout le monde peut apporter une contribution positive à l'avenir du Congo si nous cherchons réellement à rassembler le Congo pour travailler pour l'avenir du Congo. Donc c'est là un défi, une proposition que je vous fais, un défi que je lance aux Congolais. J'ai saisi l'occasion pour remercier mes invités, le docteur Moatoali de Hamilton College, docteur Claver Pachi, docteur Alafuele Kalala et docteur Jean-Baptiste Moubalutila Mbezi. Merci auditeurs de Congo Vision d'avoir suivi cet échange. Nous croyons que vous serez édifiés par les propositions concrètes faites par nos intervenants. Au plaisir donc de vous retrouver dans quelques jours. Bonne année à tous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.